Quand on pense aux Vikings, on voit des hommes barbus avec des haches et des casques à cornes. Des guerriers brutaux qui pillaient les côtes européennes sans pitié. Mais cette image est incomplète, parce qu'il y avait aussi des femmes qui prenaient les armes. Des femmes qui se battaient aux côtés des hommes. Des femmes qui commandaient des flottes entières. Et parmi ces guerrières, une se démarque, Lagertha. Son nom résonne à travers les siècles. Lagertha, la Shield Maiden légendaire. Lagertha, la première femme de Ragnar Lodbrok. Lagertha, celle qui a sauvé son ex-mari sur le champ de bataille avec 120 navires. Mais qui était vraiment cette femme? A-t-elle existé? Et si oui, quelle était sa véritable histoire? La réponse se trouve dans un manuscrit latin du XIIe siècle, dans les sagas islandaises, dans les tombes vikings découvertes en Scandinavie. Et ce qu'on y découvre est troublant, parce que Lagertha n'était pas juste une guerrière occasionnelle. Elle était une tacticienne, une meneuse d'hommes, une femme qui a changé le cours de plusieurs batailles décisives, une femme qui a fini par tuer son propre mari pour prendre son trône. Pour comprendre Lagertha, il faut d'abord comprendre d'où vient son histoire. Au début du XIIIe siècle, un historien danois nommé Saxo Grammaticus reçoit une mission de l'archevêque Absalon. Il doit écrire l'histoire du Danemark, pas juste les faits récents, mais toute l'histoire, depuis les origines mythiques jusqu'à son époque. Saxo va alors compiler des récits anciens, des chansons de guerre, des légendes transmises oralement pendant des générations. Il va créer un ouvrage massif en 16 livres, écrit en latin élégant, les Gesta Danorum, les actes des Danois. C'est le premier grand ouvrage historique danois, et c'est dans le livre 9 qu'on trouve l'histoire de Lagertha. Saxo écrit en latin, la langue des érudits. Il structure son texte comme les classiques grecs et romains. Il s'inspire de Valère Maxime et d'autres auteurs antiques. Son style est complexe, parfois difficile à déchiffrer, mais son travail est remarquable. Erasme de Rotterdam, le grand humaniste, louera plus tard l'éloquence de Saxo, admirant qu'un Danois de cette époque ait pu maîtriser le latin avec tant de virtuosité. Mais il y a un problème. Saxo écrit environ 300 ans après les événements qu'il décrit. Il ne peut pas vérifier ses sources. Et surtout, il écrit dans un but précis, glorifier le Danemark, montrer la grandeur de ses rois et de ses héros. Il mélange histoire et légende, réalité et mythe. Il prend des libertés avec les faits. Et il a ses propres préjugés. Saxo est un homme d'église. Il vit à une époque où le christianisme s'est imposé en Scandinavie. Pour lui, l'époque païenne des Vikings était une période de chaos. Et les femmes guerrières, elles représentent un désordre naturel, une inversion des rôles que Dieu a assignés. Quand Saxo décrit Lagertha et les autres Shield Maiden, il le fait avec une certaine désapprobation. Ces femmes sont courageuses, certes, mais elles violent l'ordre chrétien, où la femme doit rester au foyer. Malgré ces biais, les Gesta Danorum restent notre source principale sur Lagertha. Et ce que Saxo raconte est tellement détaillé, tellement spécifique, qu'on se demande, a-t-il totalement inventé cette femme? Ou s'est-il basé sur une guerrière qui a vraiment existé? Pour répondre à cette question, il faut comprendre l'époque où Lagertha aurait vécu. On parle du 9e siècle, en plein âge viking. C'est une période de transformation massive en Scandinavie. Les royaumes se forment. Les chefs locaux se battent pour le pouvoir. Et les Vikings commencent leur raid dévastateur sur l'Europe. La Scandinavie de cette époque n'est pas unifiée. Il n'y a pas de Norvège, de Suède ou de Danemark au sens moderne. Il y a des dizaines de petits royaumes, de chefferies, de territoires contrôlés par des jarls puissants. Ces chefs se battent constamment entre eux. Pour la terre, pour les ressources, pour l'honneur. La violence est omniprésente. Dans ce monde brutal, les femmes vikings ont plus de liberté que leurs contemporaines européennes. Elles peuvent posséder des terres, elles peuvent hériter, elles peuvent divorcer. Elles gèrent les fermes quand leurs maris partent en raid. Elles ont une voix dans les décisions familiales. Ce ne sont pas des femmes soumises et silencieuses. Ce sont des femmes fortes qui doivent survivre dans un environnement impitoyable. Mais est-ce qu'elles se battaient? Est-ce que certaines prenaient les armes? C'est là que le débat commence. Pendant longtemps, les historiens ont dit non. Les sagas parlent de Shield Maidens, mais ce ne sont que des légendes, des inventions littéraires, des personnages fantastiques, créés par des conteurs islandais qui voulaient divertir leur audience. Puis en 2017, tout change. Des chercheurs de l'université d'Uppsala analysent une tombe viking découverte en 1899 à Birka, en Suède. Cette tombe codée BJ 581 contient un arsenal impressionnant. Des épées, des haches, des lances, des flèches, des boucliers, des pièces de jeu stratégiques qui suggèrent un commandant militaire et les ossements de 2 chevaux. Pendant plus d'un siècle, tout le monde suppose que c'est un homme enterré là, un guerrier de haut rang, peut-être même un chef militaire. Mais l'analyse ADN révèle la vérité, c'est une femme.
Une femme enterrée avec tous les honneurs d'un guerrier viking. Les isotopes dans ses os montrent qu'elle a beaucoup voyagé. Les armes et les pièces de jeu indiquent qu'elle était une officière, quelqu'un qui planifiait des stratégies et commandait des troupes. L'archéologue Neil Price le dit clairement, c'est la première preuve génétique formelle d'une guerrière viking. Cette découverte change tout. Elle prouve qu'au moins certaines femmes vikings se battaient, qu'elles n'étaient pas juste des symboles littéraires, qu'elles existaient vraiment. Et si une femme guerrière a existé à Birka, pourquoi pas Lagertha en Norvège? L'histoire de Lagertha commence dans le sang et l'humiliation. Selon Saxo Grammaticus, elle fait partie de la famille royale norvégienne. Son roi, Siward, est le grand-père de Ragnar Lodbrok. Et un jour, le roi suédois Frö envahit la Norvège. Il tue Siward dans une bataille sanglante. Mais il ne s'arrête pas là. Frö veut humilier totalement la famille royale norvégienne. Alors il prend toutes les femmes de la cour et les force à vivre dans un bordel. Ces nobles dames, habituées au respect et au pouvoir, deviennent des esclaves sexuels. C'est un affront terrible. Une insulte destinée à briser l'esprit de toute la noblesse norvégienne. Lagertha est parmi ces femmes. On ne connaît pas son rang exact. On ne sait pas si elle est une princesse, une cousine du roi, ou simplement une dame de la cour. Mais elle est là, forcée de subir cette humiliation. Et contrairement aux autres, elle refuse d'accepter son sort. Quand la nouvelle arrive au Danemark, Ragnar Lodbrok bout de rage. Son grand-père a été assassiné. Les femmes de sa famille sont traitées comme des prostituées. C'est une insulte qu'aucun viking ne peut tolérer. Ragnar est jeune. Il vient de succéder à son père, Sigurd Ring, comme roi du Jutland au Danemark. Et il décide immédiatement de venger cette injustice. Ragnar rassemble une armée et met les voiles vers la Norvège. Mais quand il arrive, il a une surprise. Certaines des femmes humiliées par Frö ne sont pas restées passives. Elles se sont échappées du bordel. Elles se sont déguisées en hommes. Elles ont pris des armes. Et elles viennent rejoindre l'armée de Ragnar pour combattre leur oppresseur. Saxo décrit cette scène étonnante. Des dizaines de femmes arrivent au camp de Ragnar, vêtues comme des guerriers, prêtes à se battre. Elles veulent la vengeance. Elles veulent laver l'humiliation dans le sang de Frö. Et parmi ces femmes, une se distingue immédiatement. Une femme qui se bat avec une férocité inégalée. Une femme dont les cheveux longs trahissent son sexe, mais dont le courage dépasse celui de beaucoup d'hommes. Cette femme, c'est Lagertha. La bataille contre l'armée de Frö est féroce. Les Norvégiens et les Danois s'affrontent dans un combat brutal. Le sang coule. Les hommes tombent. Les boucliers se brisent. Le bruit des armes résonne sur le champ de bataille. C'est une mêlée chaotique où chaque seconde peut être la dernière. Au milieu de ce carnage, Lagertha se bat comme une furie. Saxo la décrit comme une Amazone douée, qui malgré sa condition de jeune fille, possède le courage d'un homme. Elle se bat au premier rang, aux côtés des guerriers les plus braves. Ses cheveux volent dans son dos, révélant qu'elle est une femme. Mais personne ne se moque d'elle, parce qu'elle tue, elle frappe, elle tranche. Elle repousse les ennemis avec une efficacité mortelle. Les hommes autour d'elle sont stupéfaits. Ils n'ont jamais vu une femme se battre comme ça. Ses gestes sont précis. Sa tactique est intelligente. Elle ne se contente pas de frapper au hasard. Elle analyse le combat. Elle trouve les failles dans la défense ennemie. Elle tue ceux qui menacent ses compagnons. Elle maintient la ligne de bataille quand d'autres reculent. Ragnar lui-même observe cette guerrière extraordinaire. Il voit comment elle inspire les troupes autour d'elle, comment sa présence galvanise les soldats, comment elle transforme la marée de la bataille. Et à la fin de l'affrontement, quand les forces de Frö sont en déroute, quand la victoire est acquise, Ragnar fait une déclaration remarquable. Il attribue la victoire à Lagertha seule. Il dit que c'est son courage, sa force, sa détermination qui ont fait pencher la balance. C'est un compliment extraordinaire de la part d'un roi viking. Reconnaître qu'une femme a été décisive dans la victoire, c'est presque impensable. Mais Ragnar le fait, parce qu'il a vu ce que Lagertha peut accomplir. Après la bataille, Ragnar est obsédé par Lagertha. Ce n'est pas juste son courage qui l'attire, c'est aussi sa beauté. Saxo mentionne qu'elle est magnifique. Et le mélange de beauté et de compétences martiales fascine Ragnar. Il veut cette femme pour épouse. Mais Ragnar ne peut pas simplement se présenter en Norvège et demander sa main. Il est roi du Danemark. Il a des responsabilités, des terres à gouverner, des ennemis à surveiller. Alors il fait ce que font les nobles. Il envoie des messagers, des hommes qui vont porter ses paroles d'amour, qui vont vanter ses mérites, qui vont convaincre Lagertha d'accepter le mariage. Lagertha reçoit ces messages. Elle écoute les promesses de Ragnar, les descriptions de sa richesse, de son pouvoir, de sa gloire. Et elle fait quelque chose d'intelligent. Elle feint l'intérêt. Elle répond positivement. Elle laisse croire à Ragnar qu'elle est flattée par ses avances. Mais en réalité, elle prépare un test.
Lagertha retourne dans la vallée de Golar, dans l'ouest de la Norvège. C'est son territoire, sa maison. Et là, elle met en place une défense extraordinaire. Elle trouve un ours, un animal massif, dangereux, capable de tuer un homme d'un coup de patte. Et elle trouve un énorme chien de guerre. Puis elle les attache devant l'entrée de sa maison. Quiconque veut l'atteindre devra d'abord passer par ces 2 gardiens mortels. C'est un message clair. Lagertha ne veut pas d'un homme ordinaire. Elle ne veut pas d'un noble qui envoie des messagers et reste confortablement chez lui. Elle veut un guerrier, un homme assez brave pour affronter la mort, un homme qui mérite vraiment d'être son époux. Quand Ragnar apprend que Lagertha l'attend, il ne se doute de rien. Il pense que c'est une visite de courtoisie, une rencontre romantique. Il demande à ses compagnons de l'attendre dans la vallée. Il veut rencontrer Lagertha seul, prouver son courage, montrer qu'il n'a pas peur de venir dans son territoire. Ragnar arrive devant la maison de Lagertha. Et il voit l'ours. L'animal se lève, grogne, montre ses crocs. C'est une bête terrifiante. La plupart des hommes fuiraient. Mais pas Ragnar. Il est un guerrier légendaire. Il a tué des dizaines d'hommes au combat. Un ours, c'est juste un autre adversaire. Ragnar prend sa lance. Il attend que l'ours charge. Puis au dernier moment, il plonge la lance dans le corps de l'animal. Le fer pénètre profondément. L'ours rugit, se débat, mais la blessure est mortelle. Il s'effondre, baignant dans son sang. Mais le test n'est pas fini. Le chien de guerre se jette sur Ragnar. C'est une bête massive, entraînée pour tuer. Ses mâchoires pourraient briser des os. Ragnar n'a plus sa lance. Il doit se battre à main nue. Alors il saisit le chien par le cou et serre de toutes ses forces. Le chien se débat, essaie de mordre, mais Ragnar ne lâche pas prise. Il étrangle l'animal jusqu'à ce qu'il s'effondre, mort. Lagertha observe toute la scène depuis l'intérieur. Elle voit Ragnar vaincre ses gardiens, tuer un ours avec une lance, étrangler un chien de guerre à main nue. Et elle comprend. Cet homme est exceptionnel. Il a prouvé son courage. Il mérite son respect. Elle accepte de l'épouser. Le mariage entre Ragnar et Lagertha est probablement célébré avec tous les honneurs dus à un roi. Des festins, de l'hydromel qui coule à flot, des chants de guerre, des promesses d'amour et de fidélité. 2 guerriers légendaires s'unissent. C'est un moment de joie. Ensemble, ils ont 3 enfants. Un fils nommé Fridleif et 2 filles dont les noms ne sont pas conservés dans les sources. Saxo ne s'intéresse pas aux filles. Pour lui, seuls les fils importent, ceux qui peuvent hériter du pouvoir et continuer la lignée. C'est révélateur du sexisme de son époque. Lagertha s'installe dans la vie domestique. Elle élève ses enfants. Elle gère les terres. Elle s'occupe de la ferme pendant que Ragnar part en raid. C'est le rôle traditionnel de la femme viking. Mais Lagertha n'est pas une femme ordinaire. Elle garde ses compétences martiales. Elle s'entraîne. Elle reste prête au combat. Pendant ce temps, Ragnar construit sa légende. Il raide les côtes de l'Angleterre. Il attaque des monastères. Il accumule des richesses. Son nom devient synonyme de terreur pour les chrétiens. Les chroniques anglo-saxonnes mentionnent ses raids. Les moines tremblent quand ils voient ses voiles à l'horizon. Mais quelque chose se passe entre Ragnar et Lagertha. Saxo suggère que Ragnar n'a jamais vraiment pardonné à Lagertha de l'avoir forcé à combattre l'ours et le chien. Cet épisode l'a humilié. Certes, il a prouvé son courage. Mais il a été testé, évalué. Et pour un roi viking, être testé par une femme est difficile à accepter. Ou peut-être que Ragnar s'ennuie. Peut-être qu'il veut de nouvelles conquêtes, de nouvelles aventures, de nouvelles femmes. Les rois vikings n'étaient pas connus pour leur fidélité. Ils prenaient des concubines. Ils se mariaient plusieurs fois. C'était un signe de pouvoir d'avoir plusieurs femmes. Un jour, Ragnar entend parler d'une histoire extraordinaire. En Suède, le roi Hérodre a une fille nommée Thora, mais cette fille est gardée par un serpent géant. Ou peut-être un dragon, selon certaines versions. Une créature magique que personne ne peut vaincre. Le roi promet la main de sa fille à quiconque tuera le monstre. Ragnar ne peut pas résister à ce défi. Il fabrique des pantalons spéciaux, bouillis dans le goudron, pour se protéger du venin du serpent. Il affronte la créature et la tue. Il gagne la main de Thora, et il gagne aussi son surnom, Ragnar Lodbrok, Ragnar au bras velu. Mais pour épouser Thora, Ragnar doit divorcer de Lagertha. Et c'est ce qu'il fait. Il abandonne sa première femme, mère de ses enfants, pour une princesse suédoise. C'est une trahison brutale, mais dans le monde viking, c'est accepté. Les rois font ce qu'ils veulent. Lagertha retourne en Norvège. Elle retourne dans sa vallée. Elle élève ses enfants seule. On pourrait penser que son histoire se termine là, qu'elle va vivre tranquillement le reste de sa vie, amère et oubliée. Mais on aurait tort, parce que l'histoire de Lagertha ne fait que commencer. Les années passent. Ragnar se marie avec Thora, mais elle meurt peu après avoir donné naissance à 2 fils. Ragnar se remarie une 3e fois avec Aslaug, qui lui donne plusieurs autres filles,
dont Ivar le Désossé et Björn Santots de Fer. La famille de Ragnar grandit, son pouvoir s'étend, mais il y a toujours des problèmes. Au Danemark, une guerre civile éclate. Des rivaux contestent l'autorité de Ragnar. Des jarls ambitieux lèvent des armées, le royaume se déchire. Ragnar se bat sur plusieurs fronts, et à un moment donné, il réalise qu'il a besoin d'aide, qu'il ne peut pas gagner seul, qu'il doit demander des renforts. Et là, Ragnar fait quelque chose d'extraordinaire. Il se tourne vers son ex-femme. Il envoie des messagers en Norvège. Il demande à Lagertha de venir à son secours. L'homme qui l'a abandonné pour une autre femme demande maintenant son aide. C'est d'une audace incroyable. On peut imaginer la réaction de Lagertha quand elle reçoit cette demande. La colère, l'indignation, l'envie de refuser. Cet homme l'a humilié. Il l'a rejeté, il l'a remplacé. Et maintenant il ose lui demander de sauver sa peau. Mais Lagertha prend une décision surprenante. Elle accepte, non pas parce qu'elle pardonne à Ragnar, non pas parce qu'elle veut le reconquérir, mais parce qu'elle l'aime toujours. Malgré tout, malgré la trahison, malgré les années de séparation, elle aime cet homme qui a été son époux, et elle ne peut pas le laisser mourir. Selon Saxo, Lagertha rassemble une flotte de 120 navires. C'est un nombre colossal. Chaque navire viking peut transporter entre 30 et 60 hommes. Cela signifie que Lagertha arrive avec une armée de 3600 à 7200 guerriers. Une force militaire massive. D'où vient cette armée? Comment Lagertha a-t-elle pu rassembler tant d'hommes? La réponse est claire. Lagertha n'est pas juste une guerrière. Elle est devenue une chef. Une leader respectée en Norvège. Elle a construit des alliances. Elle a gagné la loyauté de dizaines de jarls et de chefs locaux. Quand elle appelle, ils répondent. Parce qu'ils la respectent. Parce qu'ils savent qu'elle peut mener au combat. Parce qu'elle a prouvé sa valeur. La flotte de Lagertha met les voiles vers le Danemark. 120 navires qui fendent les vagues. Les voiles gonflées par le vent. Les rames qui frappent l'eau en cadence. C'est une vision impressionnante, terrifiante pour les ennemis de Ragnar, réjouissante pour ses alliés. Quand Lagertha arrive sur le champ de bataille, elle ne perd pas de temps. Elle évalue la situation, elle voit où sont les faiblesses de l'ennemi. Elle organise ses troupes, et elle attaque avec une précision chirurgicale. Ses hommes frappent exactement là où c'est nécessaire. Ils brisent les lignes ennemies, ils sèment la panique. Saxo est clair, c'est l'arrivée de Lagertha qui fait basculer la bataille. Ses tactiques, son leadership, sa capacité à inspirer les troupes. Ragnar gagne grâce à elle. Pour la deuxième fois dans sa vie, Lagertha sauve Ragnar sur un champ de bataille. Pour la deuxième fois, elle prouve qu'elle est plus qu'une simple guerrière. Elle est une tacticienne de génie. Après la victoire, Ragnar remercie Lagertha. Il reconnaît sa dette. Il sait qu'il lui doit la vie, mais il ne lui demande pas de rester. Il ne lui propose pas de revenir. Leur relation est terminée. Lagertha a fait son devoir. Elle a sauvé l'homme qu'elle aimait. Et maintenant, elle rentre chez elle. Lagertha retourne en Norvège. Mais elle ne retourne pas à une vie tranquille. Parce que pendant son absence, quelque chose s'est passé. Elle s'est remariée. Elle a épousé un autre homme. Un jarl norvégien. Peut-être même un roi local. Saxo ne donne pas son nom. Il l'appelle simplement son mari. Ce mariage fait de Lagertha une reine. Elle n'est plus juste une guerrière indépendante. Elle est maintenant à la tête d'un royaume norvégien. Elle a un pouvoir politique, des terres, des armées sous son commandement. C'est une position de force. Mais ce mariage pose une question. Si Lagertha est remariée, pourquoi a-t-elle aidé Ragnar? Pourquoi a-t-elle pris le risque d'emmener 120 navires loin de son royaume pour sauver son ex-mari? Son nouveau mari était-il d'accord? Ou l'a-t-elle fait en secret? Saxo ne donne pas ces détails. Mais on peut imaginer que ce second mari n'était pas ravi, qu'il y a eu des tensions, des disputes, des accusations. Lagertha a peut-être dû défendre sa décision, expliquer pourquoi elle devait partir, pourquoi elle devait risquer ses hommes pour un autre homme. Le voyage de retour de la bataille au Danemark est long, plusieurs jours en mer, et pendant ce voyage, quelque chose se passe entre Lagertha et son mari. Ils se disputent, violemment. Saxo dit qu'ils ont une querelle, mais c'est un euphémisme, parce que cette querelle se termine de façon terrible. Lagertha tue son mari. Elle le tue avec une lance qu'elle a cachée dans ses vêtements, une arme dissimulée, prête à l'emploi. C'est un meurtre prémédité. Lagertha ne tue pas dans un accès de colère, elle planifie l'assassinat. Elle cache l'arme, elle attend le bon moment, et elle frappe. Pourquoi? Saxo suggère que Lagertha réalise qu'il est plus facile de régner seule qu'avec un mari, qu'elle n'a pas besoin de partager le pouvoir, qu'elle peut prendre tout le royaume pour elle. C'est une explication simple, mais il y a peut-être plus. Peut-être que ce mari était abusif, peut-être qu'il l'a maltraitée, peut-être qu'il cherchait à la contrôler, à limiter son pouvoir, à la réduire au rôle de simple épouse. Et Lagertha, qui a commandé des armées, qui a sauvé des rois, qui a prouvé sa valeur au combat, ne peut pas accepter ça.
Elle refuse d'être diminuée. Alors elle tue celui qui essaie de l'enchaîner. Ou peut-être que ce mari a critiqué son aide à Ragnar. Peut-être qu'il l'a accusé d'aimer encore son ex. Peut-être qu'il a menacé de la répudier. Et Lagertha, dans un geste de rage et de fierté, décide de le faire taire définitivement. Quelle que soit la raison, le résultat est le même. Lagertha tue son mari. Elle usurpe son trône. Elle prend son titre. Elle devient la seule souveraine de ce royaume norvégien. Et personne ne peut l'arrêter, parce qu'elle a une armée loyale, parce qu'elle a prouvé qu'elle peut gagner des batailles, parce que les gens la respectent et la craignent. Et puis, rien. Après le meurtre de son mari, Lagertha disparaît des sources historiques. Saxo ne dit plus rien d'elle. Les sagas islandaises ne la mentionnent pas. Elle s'évanouit dans le brouillard de l'histoire, comme si elle n'avait jamais existé. On ne sait pas combien de temps elle a régné sur son royaume. On ne sait pas comment elle est morte. On ne sait pas si elle a eu d'autres enfants. On ne sait pas si elle s'est remariée une 3e fois. On ne sait pas si elle a continué à se battre. Toutes ces questions restent sans réponse. Cette disparition brutale est frustrante. On veut savoir la suite. On veut connaître la fin de l'histoire. Est-ce que Lagertha a régné pendant des années? Est-ce qu'elle a été renversée? Est-ce qu'elle est morte au combat? Est-ce qu'elle a fini paisiblement entourée de ses petits-enfants? Saxo ne s'intéresse plus à elle. Pour lui, l'histoire importante est celle de Ragnar et de ses fils. Lagertha n'est qu'un personnage secondaire, une note de bas de page dans la légende de Ragnar. Une fois qu'elle a joué son rôle, une fois qu'elle a sauvé Ragnar pour la dernière fois, elle n'a plus d'utilité narrative. Alors Saxo l'abandonne, mais cette absence d'information peut aussi suggérer autre chose. Peut-être que Lagertha a vraiment existé, et peut-être qu'après un certain point, les sources de Saxo se sont taries. Il n'avait plus de chansons, plus de légendes, plus d'histoires orales sur elle, parce que Lagertha est retournée dans son royaume norvégien et n'a plus participé aux grandes batailles qui intéressaient les conteurs. Ou peut-être que Lagertha est morte peu après avoir tué son mari. Peut-être que les alliés de ce mari se sont vengés. Peut-être qu'il y a eu une guerre civile en Norvège. Peut-être que Lagertha a été assassinée. Mais si c'est le cas, personne n'a jugé bon de raconter cette histoire. Alors, Lagertha a-t-elle vraiment existé? C'est la question que tous les historiens se posent. Et les avis sont partagés. Certains affirment que Lagertha est purement fictive, que Saxo a inventé ce personnage pour servir son récit, qu'il a créé une guerrière légendaire pour montrer à quel point l'époque païenne était dérangée, avec ses femmes qui se battaient comme des hommes, que toute l'histoire est une construction littéraire sans fondement historique. D'autres pensent que Lagertha est peut-être inspirée de plusieurs femmes réelles, que Saxo a pris des éléments de différentes guerrières vikings et les a combinés en un seul personnage, que le nom Lagertha pourrait être une latinisation de Lagerdre, le nom d'une déesse nordique ou d'une figure mythologique, que l'histoire mélange mythe et réalité de façon inextricable. Mais il y a des raisons de croire qu'une femme comme Lagertha a pu exister. D'abord, le niveau de détail dans le récit de Saxo. Il ne se contente pas de dire « il y avait une guerrière ». Il donne des lieux spécifiques, comme la vallée de Golar. Il décrit des événements précis comme la bataille contre Freux. Il mentionne les 120 navires. Ces détails suggèrent qu'il s'appuie sur une tradition orale bien établie. Ensuite, il y a la découverte de Birka. Cette tombe prouve que des femmes guerrières existaient dans le monde viking. Si une femme a été enterrée avec des armes, des chevaux et des pièces de jeu stratégiques en Suède, pourquoi pas une autre en Norvège? La possibilité devient réelle. Et puis il y a la cohérence de l'histoire. Lagertha n'est pas présentée comme une super-héroïne invincible. Elle a des motivations compréhensibles. Elle teste Ragnar avant de l'épouser. Elle est blessée par son divorce. Elle aide son ex-mari malgré sa trahison parce qu'elle l'aime encore. Elle tue son second mari pour des raisons de pouvoir ou de survie. Ce sont des comportements humains, des actions qui ont du sens dans le contexte de l'époque. Si Saxo avait totalement inventé Lagertha, il aurait probablement créé un personnage plus stéréotypé, plus simple, plus conforme aux attentes de son époque. Mais Lagertha est complexe, contradictoire, réaliste. Elle est à la fois guerrière et femme, à la fois amoureuse et calculatrice, à la fois noble et meurtrière. La vérité se situe probablement quelque part entre le mythe pur et la réalité documentée. Il y a probablement eu une femme nommée Lagertha ou quelque chose d'approchant. Elle s'est probablement battue aux côtés de Ragnar. Elle a probablement commandé des troupes, mais certains détails ont été exagérés. Le nombre de 120 navires est peut-être gonflé. Le combat contre l'ours et le chien est peut-être symbolique plutôt que littéral. Mais le cœur de l'histoire reste vrai. Une femme guerrière qui a marqué son époque. Lagertha n'est pas la seule Shield Maiden mentionnée dans les sources historiques. Les sagas nordiques regorgent de femmes guerrières.
Saxo Grammaticus lui-même en mentionne plusieurs autres. Il y a Eta, qui commande une flotte lors de la bataille de Bravelir en 750. Elle mène des hommes au combat avec la même autorité qu'un jarl masculin. Il y a Visna, une autre guerrière qui se bat dans la même bataille. Il y a Veborg et la princesse Hed. Toutes ces femmes apparaissent dans les Gesta Danorum comme des combattantes compétentes. Dans la saga d'Herveur, on trouve 2 générations de guerrières portant le même nom. La première Herveur rejette les rôles féminins dès l'enfance. Elle préfère l'arc et l'épée à la couture. Elle se déguise en homme et devient pirate. Elle attaque des voyageurs dans les forêts. Elle réclame l'épée maudite Tyrfing de la tombe de son père. Elle devient une raideuse maritime redoutée avant de finalement se marier et de se ranger. Sa petite fille, également nommée Herveur, commande des armées contre les Huns. La saga note son courage exceptionnel. Mais elle meurt sur le champ de bataille, mortellement blessée par l'ennemi. Son histoire se termine dans le sang et l'honneur. Il y a aussi Freydis Eiríksdóttir, mentionnée dans la saga des Groenlandais. Elle est la demi-sœur de Leif Erikson, le viking qui a découvert l'Amérique. Quand une colonie viking au Vinland, probablement Terre-Neuve, est attaquée par des indigènes, Freydis se distingue. Selon la saga, elle sort avec une épée alors qu'elle est enceinte. Elle frappe sa poitrine avec l'épée et pousse un cri de guerre. Cette démonstration de courage terrifie les attaquants qui fuient. Et puis il y a Brynhildr, la Valkyrie de la saga des Völsungs. Elle chevauche au-dessus des champs de bataille. Elle choisit les guerriers qui mourront. Elle défie même Odin à un moment donné. Brynhildr est plus mythologique qu'historique, mais elle représente l'idéal de la femme guerrière dans la culture nordique. Toutes ces histoires ont un point commun. Elles montrent que le concept de femme guerrière existait dans la culture viking. N'était pas impensable. Ce n'était pas ridicule. C'était rare, certes, mais possible. Les Vikings n'avaient pas le même blocage mental que les chrétiens médiévaux concernant les femmes au combat. Pour comprendre pourquoi des femmes comme Lagertha ont pu exister, il faut comprendre la place des femmes dans la société viking. Et cette place était radicalement différente de celle qu'elles occupaient dans le reste de l'Europe médiévale. Une femme viking libre pouvait posséder des terres, elle pouvait hériter de propriétés, elle pouvait gérer une ferme de façon totalement autonome quand son mari partait en raid. Elle prenait les décisions économiques, elle commandait les esclaves, elle organisait la production. C'était elle qui assurait la survie de la famille pendant les longs mois d'absence des hommes. Une femme viking pouvait demander le divorce. Si elle n'était pas satisfaite de son mariage, elle avait le droit de le dissoudre. Elle pouvait récupérer sa dot et partir. C'était impensable dans le reste de l'Europe où le mariage était indissoluble selon la loi chrétienne. Une femme viking avait des droits légaux. Un serment fait à une femme libre avait la même valeur qu'un serment fait à un homme. Si quelqu'un blessait ou tuait une femme, la compensation exigée était la même que pour un homme de statut équivalent. Les femmes n'étaient pas des propriétés. Elles étaient des personnes à part entière. Dans les sagas, on voit des femmes conseiller leurs maris sur les affaires politiques. On les voit manipuler les événements en coulisses. On les voit inciter leurs fils et leurs frères à la vengeance quand l'honneur de la famille est bafoué. Elles ont une voix, elles ont du pouvoir, elles comptent. Cette relative égalité avait des racines pratiques. Dans une société où les hommes partaient régulièrement en mer pendant des mois, les femmes devaient pouvoir tout gérer. Elles devaient être fortes, capables, débrouillardes. Une femme faible ne survivait pas longtemps dans le monde viking. Et dans des circonstances exceptionnelles, certaines femmes allaient plus loin. Quand il n'y avait pas assez d'hommes pour défendre la ferme, les femmes prenaient les armes. Quand l'honneur exigeait la vengeance et que les hommes étaient morts, les femmes devenaient les vengeresses. Quand une situation désespérée nécessitait tous les combattants disponibles, les femmes rejoignaient le mur de bouclier. Cela ne signifie pas que les Vikings étaient une société égalitaire au sens moderne. Les hommes dominaient toujours. Les rôles étaient généralement séparés. La plupart des femmes ne se battaient pas, mais les exceptions existaient, et elles étaient respectées plutôt que ridiculisées. Pendant des siècles, Lagertha reste une obscure note de bas de page dans l'histoire viking. Les Gesta Danorum sont connus des érudits, mais le grand public ignore cette guerrière. Seuls ceux qui peuvent lire le latin et qui s'intéressent à l'histoire scandinave médiévale connaissent son nom. En 1789, le dramaturge norvégien Kristen Pram écrit une pièce intitulée Lagertha. C'est la première adaptation moderne de son histoire. Puis en 1801, le chorégraphe italien Vincenzo Galeotti crée un ballet basé sur la pièce de Pram. C'est le premier ballet sur un thème nordique. Lagertha commence à entrer dans la culture populaire scandinave. Mais c'est au XXIe siècle que Lagertha explose vraiment dans la conscience publique.
En 2013, la chaîne History lance la série Vikings, et l'un des personnages principaux est Lagertha, jouée par l'actrice canadienne Catherine Winnick. La Lagertha de la série est beaucoup plus développée que celle de Saxo. Elle n'est plus juste un personnage secondaire dans l'histoire de Ragnar. Elle devient un protagoniste à part entière. On la voit évoluer de fermière à guerrière, de femme à chef, de reine à légende. La série prend des libertés considérables avec l'histoire. Dans la série, Lagertha et Ragnar ont un fils, Björn. Mais historiquement, Björn était le fils de Ragnar et de sa troisième femme, Aslaug. La série crée des intrigues politiques complexes autour de Lagertha. Elle la montre luttant pour son indépendance, construisant son propre royaume, naviguant dans un monde dominé par les hommes. Mais la série capture quelque chose d'essentiel sur Lagertha, sa force, sa détermination, son refus d'être défini uniquement par les hommes de sa vie. Catherine Winnick incarne une Lagertha qui est à la fois guerrière redoutable et femme complexe, qui peut tuer sans hésitation mais aussi aimer profondément, qui est calculatrice mais aussi capable de sacrifices émotionnels. Le succès de la série transforme Lagertha en icône culturelle. Des millions de personnes à travers le monde découvrent cette guerrière viking. Des fans se déguisent en Lagertha lors de conventions. Des artistes créent des œuvres inspirées par elle. Elle devient un symbole de force féminine. Et ce symbole résonne particulièrement à notre époque. Dans un monde où les femmes luttent encore pour l'égalité, où elles doivent constamment prouver leur valeur, où elles sont jugées différemment des hommes, Lagertha représente quelque chose de puissant. Elle représente une femme qui refuse d'être limitée par les attentes de son sexe. Une femme qui prouve sa valeur par ses actes plutôt que par ses paroles. Ironiquement, Saxo Grammaticus aurait probablement été horrifié par cette interprétation moderne. Lui qui écrivait sur Lagertha pour montrer le désordre de l'époque païenne, se retrouve avoir créé une héroïne féministe. Son personnage destiné à illustrer les dangers d'une société sans valeurs chrétiennes devient une inspiration pour ceux qui rejettent les rôles de genre traditionnels. L'histoire de Lagertha soulève des questions difficiles sur la violence et le genre. Parce que Lagertha n'est pas juste une guerrière défensive. Elle ne se bat pas seulement pour protéger sa maison ou ses enfants. Elle attaque, elle tue, elle mène des raids, elle assassine son mari. Dans notre société moderne, nous avons souvent du mal avec le concept de femme violente. Nous acceptons l'idée de femmes qui se défendent. Nous admirons les femmes qui protègent leurs proches. Mais des femmes qui attaquent? Des femmes qui tuent par ambition ou par vengeance. C'est plus perturbant. Lagertha nous force à confronter cette dissonance cognitive. Si nous admirons Ragnar pour ses conquêtes, pour ses raids, pour son courage au combat, pourquoi n'admirerions-nous pas Lagertha pour les mêmes qualités? Si nous acceptons que Ragnar tue ses rivaux pour consolider son pouvoir, pourquoi serions-nous choqués que Lagertha tue son mari pour la même raison? La vérité, c'est que les Vikings, hommes ou femmes, vivaient dans une société violente. L'honneur s'acquérait par la force. Le pouvoir se prenait par l'épée. La vengeance était un devoir sacré. Et dans ce contexte, une femme comme Lagertha n'était pas une aberration morale. Elle était simplement quelqu'un qui jouait selon les règles de son époque. Quand Lagertha tue son mari, elle commet un meurtre. Mais est-ce différent de tous les hommes que Ragnar a tués pour construire son royaume? Est-ce pire que les monastères que les Vikings ont pillés, les moines qu'ils ont massacrés, les villages qu'ils ont brûlés? Dans l'échelle de la violence viking, l'assassinat d'un mari est presque banal. Et pourtant, cet acte nous dérange, parce qu'il vient d'une femme. Parce que nous avons des attentes différentes pour les femmes. Nous voulons qu'elles soient douces, maternelles, pacifiques. Même quand nous admirons les guerrières, nous préférons qu'elles se battent pour de bonnes raisons. Pour protéger, pour défendre, pas pour conquérir. Lagertha refuse ces limitations. Elle est une guerrière complète. Elle tue pour l'honneur. Elle tue pour la vengeance. Elle tue pour le pouvoir. Elle n'est pas juste une femme qui peut se battre. Elle est une viking qui se trouve être une femme. Et dans le monde viking, cela signifie accepter toute la brutalité qui accompagne ce statut. En fin de compte, l'histoire de Lagertha nous confronte aux limites de ce que nous pouvons savoir sur le passé. Nous n'avons qu'une seule source principale, Saxo Grammaticus, un homme qui écrit 300 ans après les événements, un chrétien qui juge une époque païenne, un auteur qui mélange consciemment histoire et légende. Nous n'avons pas de témoignage direct de Lagertha. Nous n'avons pas de lettres qu'elle aurait écrites. Nous n'avons pas de pierre runique mentionnant son nom. Nous n'avons pas de tombe identifiée comme étant la sienne. Nous n'avons même pas la certitude qu'elle a existé. Mais nous avons quelque chose. Nous avons une histoire qui a survécu pendant 800 ans. Nous avons un personnage qui a captivé l'imagination de générations.
Nous avons un récit qui résonne avec les découvertes archéologiques modernes sur les femmes guerrières vikings. Et nous avons un symbole qui continue d'inspirer. La question de savoir si l'Agertha était réelle devient presque secondaire, parce que son impact est réel. Les femmes qui s'identifient à elle aujourd'hui sont réelles. Les questions qu'elle soulève sur le genre, le pouvoir et la violence sont réelles. L'inspiration qu'elle fournit à ceux qui défient les conventions est réelle. Peut-être que l'Agertha était une vraie femme qui s'est battue aux côtés de Ragnar Lodbrok au 9 et 1000e siècle. Peut-être qu'elle était une synthèse de plusieurs guerrières vikings. Peut-être qu'elle était une invention de Saxo Grammaticus, inspirée par des légendes anciennes. Ou peut-être qu'elle était un peu de tout ça. Une vraie guerrière dont l'histoire a été embellie, exagérée, mythifiée au fil des siècles. Ce qui est certain, c'est que l'idée de l'Agertha a du pouvoir. L'idée qu'une femme du 9 et 1000e siècle pouvait prendre une épée, commander des armées, sauver des rois et régner sur un royaume. L'idée que les limites que nous imposons aux femmes ne sont pas naturelles ou inévitables, mais culturelles et changeantes. L'idée que le courage, la force et le leadership ne sont pas l'apanage d'un seul sexe. Plus de 1000 ans après sa mort présumée, l'Agertha vit toujours. Elle vit dans les pages de Saxo Grammaticus. Elle vit dans les séries télévisées et les romans. Elle vit dans l'imagination de ceux qui refusent d'accepter que les femmes doivent rester à l'écart des combats, de la politique, du pouvoir. L'histoire de l'Agertha est celle d'une femme qui a refusé d'être définie par son genre, qui a prouvé sa valeur sur le champ de bataille, qui a gagné le respect par ses actes plutôt que par sa naissance, qui a aimé profondément, mais qui n'a jamais laissé cet amour la diminuer, qui a tué quand c'était nécessaire, qui a commandé quand on avait besoin d'elle, qui a régné quand elle en a eu l'opportunité. C'est l'histoire d'une femme qui a vu son mari l'abandonner pour une autre et qui a trouvé la force de continuer, qui a été appelée à l'aide par celui qui l'avait trahi et qui a choisi de répondre, qui est venue avec 120 navires sauver l'homme qu'elle aimait encore, qui a prouvé une fois de plus qu'elle était indispensable. C'est aussi l'histoire d'une femme qui a tué pour le pouvoir, qui a assassiné son second mari pour régner seule, qui n'a pas hésité à utiliser la violence pour atteindre ses objectifs. L'Agertha n'est pas une sainte. Elle n'est pas un modèle moral irréprochable. Elle est une viking, et les vikings étaient brutaux, impitoyables, violents. Mais c'est précisément cette complexité qui rend l'Agertha fascinante. Elle n'est pas un personnage unidimensionnel. Elle n'est pas juste la femme forte, stéréotypée qu'on voit souvent dans la fiction moderne. Elle a des défauts. Elle fait des choix moralement ambigus. Elle est capable à la fois de grand amour et de grande violence. Si l'Agertha a vraiment existé, elle était probablement une femme extraordinaire vivant dans des circonstances extraordinaires. Une noble Norvégienne humiliée qui a pris les armes pour la vengeance. Une guerrière qui s'est distinguée sur le champ de bataille. Une femme qui a gagné le cœur d'un roi légendaire. Une chef qui a pu rassembler 120 navires. Une reine qui a régné seule après avoir éliminé son mari. Si elle n'a pas existé, alors Saxo Grammaticus a créé l'un des personnages féminins les plus mémorables de la littérature médiévale. Un personnage qui défie les conventions, qui remet en question les rôles de genre, qui montre que les femmes peuvent être tout aussi capables de leadership et de violence que les hommes. Dans les deux cas, l'Agertha nous laisse avec des questions importantes. Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter que les femmes soient égales aux hommes? Est-ce que nous voulons l'égalité seulement dans les domaines positifs? Ou sommes-nous prêts à reconnaître que l'égalité réelle signifie aussi que les femmes peuvent être ambitieuses, violentes, impitoyables? Est-ce que nous pouvons admirer une femme guerrière autant qu'un homme guerrier? Est-ce que nous pouvons accepter qu'une femme commande des armées, tue ses ennemis, assassine pour le pouvoir, sans la juger plus durement qu'un homme qui fait la même chose? Ce sont des questions que l'Agertha pose depuis 800 ans, et ce sont des questions que nous devons encore affronter aujourd'hui. Qu'elle ait été réelle ou légendaire, l'Agertha reste une figure puissante. Une guerrière qui a combattu aux côtés des plus grands vikings. Une tacticienne qui a remporté des batailles décisives. Une femme qui a défié les attentes de son époque. Une reine qui a régné par sa propre force. Son histoire survit parce qu'elle parle à quelque chose de profond en nous. Le désir de dépasser nos limites. De refuser les rôles qu'on nous impose. De prouver notre valeur par nos actes. De vivre et de mourir selon nos propres termes. L'Agertha, la Shield Maiden qui a sauvé Ragnar au combat, n'est peut-être qu'un nom dans un vieux manuscrit latin, mais elle représente une possibilité. La possibilité que les femmes du passé étaient plus complexes, plus capables, plus diverses que l'histoire ne le suggère généralement. La possibilité que nos ancêtres vikings avaient une vision du genre moins rigide que nous le pensions. La possibilité que les guerrières n'étaient pas juste des mythes, mais des réalités.
Et c'est cette possibilité qui fait que son histoire continue de résonner, qui fait que des millions de personnes recherchent son nom en ligne, qui fait que des séries télévisées la mettent en vedette, qui fait que des livres racontent et réinterprètent son histoire, qui fait qu'elle vit encore, plus d'un millénaire après sa mort présumée. Lagertha, guerrière légendaire. Lagertha, première femme de Ragnar Lodbrok. Lagertha, celle qui a sauvé un roi avec 120 navires. Lagertha, tueuse de son mari et reine de Norvège. Son histoire est peut-être incomplète, peut-être exagérée, peut-être partiellement inventée, mais elle est inoubliable. Et tant qu'on racontera des histoires de courage, de force et de détermination, on racontera l'histoire de Lagertha.